Accord ou pas d'accord? Le président Trump s'est fait connaître dans le monde entier comme un grand négociateur, le maître de l'art de la négociation. C'était son argument de campagne en 2016, puis à nouveau en 2020 et en 2024. Il répète sans cesse qu'il peut conclure des accords que personne d'autre ne saurait obtenir. Ses partisans disent toujours que ce président est capable d'amener à la table des négociations des gens que personne d'autre ne pourrait convaincre. Mais tout ça ne veut rien dire si vous n'êtes pas capable de conclure l'accord. Et si vous créez des conditions qui rendent presque impossible d'obtenir un accord qui vous convienne, alors vous allez droit dans le mur. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, parce que le président Trump a pris la mauvaise décision de déclencher une guerre contraire à la Constitution américaine et aux intérêts nationaux des États-Unis. Aujourd'hui, il est dans une impasse profonde. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il va continuer à creuser? Ou bien est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Parce qu'il y a une échelle qui lui permettrait de remonter et une pelle avec laquelle il pourrait creuser encore plus profond. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Et tout le monde, partout dans le monde, attend de le savoir. Ce matin, il a encore publié des informations sur Truth Social, la première vers 6h10, donc on voit qu'il a commencé sa journée très tôt. Au début, il se lance dans une série de propos sans grand intérêt, je ne vais même pas les lire. Mais ensuite, dans la partie que j'ai surlignée, il écrit ceci. L'accord avec l'Iran sera soit un grand accord, significatif, soit il n'y aura pas d'accord du tout. Donc, accord ou pas accord. Ce sera exactement l'inverse du désastre du JCPOA, négocié par l'administration Obama, qu'il qualifie d'échec et qui, selon lui, offrait à l'Iran une voie directe et ouverte vers l'arme nucléaire. Non, je ne fais pas ce genre d'accord. Maintenant, il est en train de se coincer lui-même dans un coin, d'une certaine façon. Il ne cesse de parler du JCPOA, l'accord qu'Obama a conclu en 2015, dont le président Trump s'est retiré en 2018. Il répète sans arrêt que c'était un accord terrible et qu'on ne peut pas reprendre cette voie. Moi, je ne ferai pas ça. Il dit que c'était un chemin vers la bombe, ce qui est totalement faux. Il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. Cet accord avait été négocié avec énormément de soin pendant environ 2 ans et il aurait garanti que l'Iran ne possède jamais d'armes nucléaires. Parce que tout ce qu'on voulait y était. Un enrichissement très limité, des inspecteurs internationaux indépendants et un taux d'enrichissement d'à peine 3,67%, très loin de tout niveau permettant de fabriquer une arme nucléaire. De très petites quantités d'enrichissement étaient autorisées dans le pays. Ils avaient expédié, je ne me souviens plus combien de tonnes, de différents types de matériaux qu'ils avaient sortis du pays, et ils avaient le droit de garder que de très petits stocks. Il n'y avait donc aucun moyen pour eux d'obtenir la bombe, d'autant plus qu'ils avaient déclaré ne pas vouloir en avoir. Tout ça, c'est ce que faisait le JCPOA, l'accord dont le président Trump s'est retiré. Après ça, ils sont passés à un enrichissement à 20%, puis à 60%. À chaque fois, c'était en réaction à notre retrait de l'accord ou à quelque chose que nous faisions, comme de nouvelles sanctions ou d'autres mesures par-dessus. Et ils ont toujours cherché à y revenir. C'est ça, la réalité, et c'est la vérité. Mais maintenant, le président Trump doit justifier pourquoi il s'en est retiré, parce qu'il ne peut pas reconnaître la réalité, la vérité que je viens de vous exposer. Parce que sinon, ce serait « attendez une minute, si c'était vraiment un bon accord et on rêverait d'avoir quelque chose d'aussi bon aujourd'hui, il serait obligé de dire « d'accord, c'était un mauvais accord, mais moi je vais en faire un bon ». Voilà une partie du problème. Et c'est pour ça que je dis qu'il se met lui-même dans une impasse en revenant sans cesse sur les histoires d'Obama. L'un des reproches qu'il répétait le plus à propos d'Obama, c'était
je cite, lui avoir donné des milliards de dollars. Vous vous souvenez de ça? Parce qu'une partie de cet accord, en 2015, c'était le dégel des avoirs iraniens bloqués. Et donc, ils ont retrouvé l'accès à leur argent. Le président Trump a déformé cette histoire pour plaire à sa base et aux partisans d'Israël. Il a dit qu'Obama leur avait donné de l'argent, qu'il les avait payés pour faire tout ça, ce qui, bien sûr, n'a jamais été vrai. Mais il continue à répéter cette version, encore ce week-end. Il ne lâche pas ce point-là. Alors, l'une des principales exigences du côté iranien, dans ce cycle actuel de négociations, c'est le dégel des avoirs. J'ai vu passer des chiffres allant de 11 à 12 milliards, voire 30 milliards, quelque chose comme ça. Je crois que le total tourne autour d'une centaine de milliards gelés. Mais eux disent, commençons par en libérer une bonne partie. Ensuite, on aurait un allègement progressif des sanctions, et ainsi de suite, un peu sur le principe du donnant-donnant. Vous faites un geste, on en fait un, et on avance comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. Et d'ailleurs, le camp iranien est prêt à négocier. Vous allez voir quelques détails à ce sujet pendant cette émission. Ils ne disent pas simplement « non, on ne fera rien, on veut tout et c'est tout ». Non, ils affirment être disposés à négocier. Sur certains points, ils sont prêts à céder quelque chose pour obtenir autre chose. C'est donc un signe positif et une occasion pour nous de mettre fin à cette guerre, de la retirer de la table et d'arrêter de creuser encore plus le trou dans lequel on s'est mis. Mais la question c'est, est-ce que Trump va aller jusqu'au bout? Alors ce premier message sur Truth Social, il l'a publié à 6h10 ce matin. Puis, environ 2h30 plus tard, il en a posté un autre. Et là, encore une fois, c'est un passage vraiment long, et je ne vais pas reprendre tout le début. Il se lance dans une tirade interminable sur tout ce qui s'est passé. Il dit qu'il veut une paix qui n'a jamais existé depuis 5000 ans, et il énumère tous ces dirigeants du Moyen-Orient avec qui il aurait parlé, et ainsi de suite. Mais ensuite, on arrive au point essentiel, et j'ai aussi souligné ce qu'il a dit. Écoutez, le niveau d'importance et de prestige serait sans précédent s'il obtenait ces accords. Ça devrait commencer par une signature immédiate de l'Arabie saoudite, du Qatar et de tous les autres. Et là, il parle des accords d'Abraham, qui devraient suivre le mouvement. S'ils ne le font pas, ils ne devraient pas faire partie de cet accord. Et ça, selon lui, montre leurs mauvaises intentions. Alors, on passe à la partie suivante. C'est pourquoi je demande, de manière obligatoire, et rien que cette expression est déjà un peu étrange en anglais, que tous les pays signent immédiatement les accords d'Abraham. Et si l'Iran signe son accord avec moi en tant que président des États-Unis d'Amérique, ce serait un honneur de les voir eux aussi faire partie de cet accord sans précédent, la coalition mondiale. Nous aurons d'ailleurs Rajan Menon avec nous un peu plus tard dans l'émission. Il a publié quelque chose ce matin qui parle de beaucoup de ces contradictions et il va justement aborder la question des accords d'Abraham. On va essayer d'éclaircir tout ça, donc j'ai vraiment hâte d'en parler plus tard dans l'émission. Mais au fond, et je vais vous le dire très clairement, l'Arabie saoudite ne va pas signer les accords d'Abraham juste parce que Trump est en colère sur Truth Social. Et je doute que qui que ce soit d'autre dans la région le fasse non plus. Il y a une raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Certains pays ont signé les accords d'Abraham pendant le premier mandat du président Trump, et d'ailleurs je les ai applaudis. Je trouvais que c'était un bon accord. Tout ce qui va dans le sens d'une réconciliation entre le monde arabe et le monde israélien, c'est une bonne chose. Et si on peut amener plus de monde à s'y engager, que tout le monde parle de paix, ce serait formidable. Et si d'une manière ou d'une autre, on pouvait inclure l'Iran là-dedans pour écarter les causes profondes et les bases de tant de conflits dans la région, ce serait fantastique. Je ne sais pas si c'est vraiment possible.
Mais l'Arabie saoudite a dit, écoutez, on ne va pas faire ça. On ne signera pas les accords d'Abraham tant que les Palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie n'auront pas leur propre État, qu'ils n'auront pas certaines libertés et qu'ils ne seront plus attaqués. Ils disent, bien sûr, une fois que ce sera le cas, l'Arabie saoudite l'a toujours dit, si ça arrive, nous signerons les accords d'Abraham. Et ils ne vont pas revenir là-dessus maintenant. Ils ne vont pas abandonner cette exigence juste parce que Trump publie quelque chose sur Truth Social. Donc pour moi, il faut simplement oublier ça. Rajan expliquera ça plus en détail dans un instant. Ce matin, le président Trump est allé sur Fox News et il a dit, je cite, « Excellente nouvelle, on est à 95% du chemin. 95% de l'accord avec l'Iran serait déjà bouclé. » Mais on n'a pas déjà entendu ça. Combien de fois, depuis le début de cette guerre, on nous a dit qu'il ne restait presque plus rien à régler, que l'Iran avait accepté pratiquement tout, qu'il ne manquait plus qu'une signature. Et à chaque fois, rien ne se passe. Franchement, je me demande pourquoi les gens continuent d'y croire. Et les marchés réagissent à ça. C'est ça qui est à la fois comique et tragique dans cette histoire. Trump balance ce genre de choses, comme il l'a encore fait ce week-end. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, quand les marchés ont ouvert, je crois que c'était dimanche soir, puis encore ce matin, quand j'ai vérifié, on a vu une énorme chute du prix du pétrole et une forte hausse de la bourse, ce dont le président Trump raffole. À mon avis, c'est une tentative évidente de manipuler le marché, parce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Alors regardons comme on le fait toujours. Voilà ce que dit le président Trump. Voyons maintenant ce que dit l'autre camp. Et ce matin, on a eu plusieurs annonces contradictoires. La première, là, je crois que c'était... Oui, la voilà. 3 heures du matin. Heure de la côte Est, en direct d'Iran. Et selon l'agence de presse iranienne, un haut diplomate iranien a déclaré qu'aucun engagement n'avait été pris envers l'autre partie dans le cadre d'un éventuel accord avec les États-Unis sur la question nucléaire. Le président Trump, 95% du travail est fait. L'Iran, de son côté, dit qu'aucun engagement n'a été pris. Ils poursuivent. La fin de la guerre sur tous les fronts, la libération des avoirs iraniens gelés, encore ce chiffre, la levée du blocus maritime américain, l'ouverture du détroit d'Ormuz et la liberté de vendre le pétrole iranien sont considérés comme des éléments possibles de l'accord. Donc encore une fois, on voit que la partie iranienne dit clairement « oui, nous sommes tout à fait disposés à le faire ». Alors vous voyez dans cette première partie, il y a en fait 2 volets, 2 phases, sur lesquelles l'Iran est prêt à négocier. Le premier que vous voyez là en bleu, en haut à gauche, concerne la fin de la guerre sur tous les fronts. Et ça veut surtout dire le Liban. C'est le point central de cette partie-là. C'est aussi l'un des sujets qui pose problème avec Israël. Ensuite, il y a la question de la libération des avoirs iraniens gelés. Et ça, c'est un gros problème à Washington. La levée du blocus maritime américain, c'est une décision assez simple que le président Trump pourrait prendre, mais c'est quelque chose que les Iraniens veulent absolument. Ils le veulent sans doute plus que tout le reste et tout de suite. Et puis, il y a l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et là, c'est essentiel, parce que c'est précisément ce que dit l'Iran. Ils veulent la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous allons voir dans un instant les conditions selon lesquelles ils estiment que le détroit devrait être ouvert, par opposition à ce que font les États-Unis. La liberté de vendre le pétrole iranien fait aussi partie des éléments pris en compte dans l'accord potentiel. Ensuite, on passe au document suivant en haut à droite. Celui-là est daté de 4h47 du matin, donc environ 1h30 plus tard. Un haut diplomate iranien y déclare que si les Américains commencent à respecter leurs engagements prévus dans la première phase de l'accord, alors, et seulement alors,
on passera à la phase 2. C'est à ce moment-là que la question nucléaire, l'enrichissement et les stocks d'uranium hautement enrichis seront abordés, en échange de la levée des sanctions et de la libération complète des avoirs iraniens gelés pendant la période de négociation de 60 jours. Et les forces américaines se retireront totalement de la région entourant l'Iran. Alors, leur première et leur deuxième phase. La première, c'est qu'ils mettront fin à la guerre au Liban et qu'ils récupéreront une partie de leurs avoirs gelés. Ensuite, dans la deuxième phase, ils obtiennent le reste de leurs avoirs débloqués. Et là, ils disent qu'ils vont en parler, mais ils ne précisent jamais ce qu'ils sont prêts à faire, seulement qu'ils sont prêts à en discuter. Mais le président Trump répète sans cesse qu'il n'y aura jamais de bombe nucléaire iranienne. L'Iran n'aura jamais de bombe nucléaire. Il le dit encore et encore. Il le répète presque chaque fois qu'il aborde le sujet ici. Et le problème, c'est que de leur côté, les Iraniens disent « oui, on verra ça plus tard », après cette période de 60 jours qui arrive. On va d'abord parler de ces autres sujets. Parlons-en. En ce moment, on est dans une sorte de... Enfin non, pas une sorte de... On est dans une période de cessez-le-feu. Mais elle est très floue. Souvenez-vous, au départ, c'était censé durer 2 semaines, le temps de trouver une solution. Puis on a prolongé, et maintenant, on ne tire plus. Donc ça peut reprendre à tout moment, mais pour l'instant, on est dans cette zone un peu indéfinie. Et maintenant, ils veulent ajouter une nouvelle période précise, 60 jours. Et apparemment, les deux camps en discutent. Mais la question c'est, que se passe-t-il pendant ces 60 jours? Le président Trump dit « pas d'armes nucléaires ». Et du côté iranien, on répond « on en reparlera dans quelques mois ». En attendant, on va parler des points qu'on veut aborder. Je ne vois pas comment le président Trump pourrait accepter ça. Donc quand on entend dire qu'on est à 95% d'un accord, à moins que le président Trump ait changé radicalement ce qu'il est prêt à accepter, je ne crois même pas qu'on soit à 5% du chemin. On discute, c'est déjà utile, c'est constructif, mais on verra bien ce qui se passe. Alors revenons à ce point, en bas à droite de l'écran. C'est un article du Washington Post de ce matin. Le Washington Post rapporte que les États-Unis et l'Iran ont élaboré un projet de cadre visant à prolonger le cessez-le-feu actuel de 60 jours, le temps que les négociations se poursuivent vers un accord plus large. Le cadre dont on parle prévoit une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, la reprise du trafic maritime et l'arrêt des opérations militaires sur plusieurs fronts régionaux, comme au Liban. Mais les sources iraniennes et américaines insistent. Aucun accord final n'a été signé et les questions nucléaires restent non résolues. Même le Washington Post le souligne. Il se passe beaucoup de choses, mais on est encore très loin d'un accord. On n'en est même pas au stade où les deux parties s'entendent sur une période de 60 jours. Ce chiffre semble au moins cohérent des deux côtés, mais les conditions, elles, restent encore très éloignées. Alors, regardons de plus près ce qu'ils veulent dire quand ils parlent du détroit d'Ormuz. C'est un point essentiel. On a eu aujourd'hui un peu plus de clarté du côté iranien sur ce qu'ils entendent exactement par là. Alors, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bagheri, a déclaré ce matin, il était 4h43, heure de Washington, que le ministère iranien des Affaires étrangères confirmait qu'une taxe environnementale serait prélevée sur les navires. Selon Bagheri, il ne s'agit pas d'un péage. Les gens doivent utiliser la bonne terminologie. L'Iran et Oman sont en train de rédiger un nouveau protocole dans le cadre de ce nouveau système. Des services maritimes seront mis en place pour protéger l'environnement du détroit d'Ormuz, du golfe Persique et de la mer d'Oman, ce qui nécessite la perception d'une taxe environnementale. Nous espérons parvenir bientôt à un accord avec Oman sur ce sujet. Donc, comme le président Trump ne cesse de dire qu'il n'y aura pas de péage, qu'il n'y en a pas, qu'ils ne peuvent pas en avoir,
qu'ils n'en auront pas le contrôle. Eh bien, l'Iran répond, pas de problème, il n'y a pas de péage. C'est une taxe environnementale. Apparemment, il existe une loi internationale de la mer qui interdit de faire payer un péage sur les voies navigables internationales, et ainsi de suite. Et une partie du détroit d'Ormuz, surtout à l'endroit le plus étroit, s'étend pas mal du côté d'Oman et d'Iran, qui en couvre une bonne portion. Mais il reste quand même, selon tous les critères, des zones de navigation internationale entre les deux. Alors pour contourner ça, ils jouent simplement sur les mots. Je ne sais pas. J'imagine qu'ils ont observé le président Trump et qu'ils se sont dit, s'il peut changer le sens des mots, eh bien, nous aussi. En résumé, ils affirment qu'ils gardent le contrôle total. Et plus tôt dans la journée, sur une chaîne d'information arabo-anglaise, le professeur Morandi a apporté un peu plus de détails sur ce que disent exactement les Iraniens à propos du détroit d'Ormuz. Les Américains voulaient que le détroit d'Ormuz revienne à la normale. L'Iran n'a pas accepté. L'Iran a dit qu'il ne reviendrait pas à la normale. Ce qui reviendra à la normale, c'est le nombre de navires qui passent. Et l'Iran gardera le contrôle de ce commerce. Les Iraniens ont dit que ce n'est pas quelque chose qu'ils accepteront de négocier avec les États-Unis. C'est une affaire entre l'Iran et Oman. La question des droits, la question de la sécurité de ce commerce, ça, ce n'est pas sujet à négociation. C'est une déclaration assez catégorique. Et c'est quelque chose que la partie iranienne répète depuis le début. Ils disent que depuis qu'ils ont obtenu cela, ils n'avaient jamais eu un tel levier d'influence pendant les 47 premières années. Et il me l'a dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, le professeur Morandi sera de retour dans l'émission cette semaine. J'ai hâte, comme toujours, d'entendre le point de vue iranien, quel qu'il soit, qu'on le trouve bon, mauvais ou discutable. Qu'ils aient raison ou tort, on écoutera toujours les deux côtés pour comprendre où se trouve la vérité et où il y a une possibilité d'accord mutuel pour mettre fin à cette guerre, une bonne fois pour toutes, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Ce sera pour plus tard dans la semaine. Je veux vous montrer 2 ou 3 choses ici. C'est en partie pour ça que le président Trump répète sans arrêt « Je ne suis pas pressé ». Il l'a encore dit ce week-end. « J'ai tout le temps du monde. Je ne m'inquiète de rien ». Eh bien, il devrait peut-être commencer à s'inquiéter un peu, parce que voici Art Berman, un expert de l'industrie pétrolière que je connais. On essaiera peut-être de l'inviter dans l'émission bientôt, si on peut. C'est vraiment un spécialiste du pétrole depuis des décennies. Et il dit, écoutez, la position de négociation de l'Iran aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi forte depuis 47 ans. Son pouvoir de négociation augmente chaque jour parce que les stocks de pétrole continuent de baisser. L'Europe sera à sec dans un mois. Les États-Unis, eux, le seront en juillet. Si le détroit d'Ormuz rouvrait demain, c'est dire à quel point c'est crucial. Il faudrait quand même 6 mois entiers avant que la situation cesse de se dégrader. Pas que dans 6 mois tout irait mieux, ou qu'on reviendrait à la normale dès la signature de l'accord. Non, simplement ça arrêterait de s'aggraver. Ce serait enfin stabilisé. C'est le temps qu'il faut juste pour freiner les dégâts. Mais regardez, les stocks européens vont commencer à s'épuiser d'ici environ 1 mois, et ceux des États-Unis à peu près 1 mois plus tard. L'une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole a pu être manipulé aussi facilement, c'est que tout le flux bloqué à la sortie du détroit d'Ormuz a été compensé par la libération de réserves stratégiques et d'autres stocks un peu partout dans le monde. Tu vois, maintenant, tout le monde en consomme, donc ça réduit un peu la perte. On parle, je crois, d'environ 12 millions de barils nets de pétrole par jour qui ont disparu du marché mondial. Alors même avec les libérations de la réserve stratégique,
Ça ne suffit pas à compenser ces 12 millions, mais ça limite les dégâts. Le prix du baril est passé, je crois, de 65-67 dollars avant la guerre à quelque chose qui tourne entre 91 ce matin, la dernière fois que j'ai regardé, et 100 dollars. Ça aussi dans cette zone-là. Donc même avec cet écart, on voit bien que le prix du pétrole reste nettement plus élevé qu'avant. Mais une fois que ces réserves stratégiques seront épuisées, si le détroit n'est toujours pas ouvert, si on n'a même pas commencé à inverser la situation, alors là, les dégâts vont commencer à s'accumuler. Et d'après la plupart des experts qu'on a reçus, certains même sont venus sur notre plateau, les prix vont grimper. Et ce ne sera pas juste une hausse de 1,20$ ou 1,30$ par semaine. Ça pourrait monter de 45 ou 75 centimes en une seule semaine et continuer à grimper. Et là, il n'y aura plus moyen de faire marche arrière. Une fois que les réserves stratégiques de pétrole sont épuisées, on n'a plus de levier pour contenir les prix. On ne peut pas manipuler le marché quand il n'y a plus de pétrole. On peut le faire tant qu'il reste des réserves à libérer, mais pas dans le cas contraire. Je vous l'ai déjà dit et on en a parlé avec Mike Adams dans l'émission. Selon lui, on a déjà des problèmes de pénurie alimentaire qui se profilent parce que, encore une fois, les engrais ne sortent plus comme ils le devraient. On ne peut pas libérer d'engrais. Il n'existe pas de réserve stratégique pour les engrais. Donc c'est une perte nette, point final. Et ça a un impact énorme sur l'agriculture dans le monde entier. Ce problème va se faire sentir au moment des récoltes, plus tard cette année. C'est déjà inévitable. Et il s'inquiète que si ça dure encore, ça puisse affecter la prochaine saison de plantation. Et là, on pourrait commencer à voir des problèmes de famine un peu partout dans le monde. Tous les experts à qui j'ai parlé m'ont dit que de toute façon, la récession est déjà enclenchée. On ne pourra pas l'éviter. Mais hier soir, il y avait un auteur invité dans l'émission En 60 minutes. Et vous voyez son livre là dans le coin. C'est lui qui a écrit ça. Et malheureusement, on ne peut pas montrer l'émission 60 minutes pour une raison ou une autre. Il la démonétise à chaque fois. Mais vous pouvez aller la revoir. Andrew Ross Sorkin dit qu'un énorme crash est inévitable. Et il disait ça d'ailleurs avant même que la guerre ne commence. La guerre n'a fait qu'aggraver la situation. Donc ce n'est probablement pas juste une récession. Selon lui, même sans la guerre, à un moment donné, une dépression, une grande dépression comparable à celle de 1929, un crash, allait arriver. C'était son message hier soir. Alors, si le président Trump ne veut pas avoir à gérer ça, et qu'il espère même que ce soit repoussé ou atténué, il doit rouvrir le détroit rapidement. Et laissez-moi le dire très clairement, vous n'allez pas y arriver par la voie militaire. C'est tout simplement impossible. Si c'était faisable, on l'aurait déjà fait dans les 40 premiers jours. Tous ces types un peu bizarres d'ailleurs. On va faire une émission cet après-midi, sans doute vers 15h30, je pense. On va examiner les vents contraires américains face à l'accord que Trump doit défendre au sein même de son propre camp. Oubliez ce que les Iraniens vont faire. Eux, ils supplient, ils brûlent d'envie de replonger dans la guerre. On en parlera tout à l'heure, mais ils se trompent. Il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Et s'il essaie, l'Iran a déjà prévenu. Ils détruiront les infrastructures pétrolières dans tout le Golfe. Et là, c'est presque comme si les vannes d'une dépression allaient s'ouvrir. Donc le président Trump ne peut pas emprunter cette voie. Il va devoir choisir une autre direction, soit une forme d'accord négocié, soit une sorte de stratégie du retrait. Et avec toutes ces contradictions, j'ai voulu inviter un ami à moi, un invité qu'on a déjà reçu, Rajan Menon. Gary, si tu peux le faire venir. Voilà, le voilà. Il est actuellement professeur émérite de relations internationales au City College de New York. Et c'est quelqu'un de très bien connecté, qui connaît vraiment tous ces sujets. Et d'ailleurs, il vient de publier un article.
Raj, je crois que c'est ce matin, non? Tu as sorti quelque chose. Raj, I think it's this morning, right? That you have something. Le gardien du matin, oui. Yep, there it is right there. Yep, that's out this morning. Voilà, c'est ça. Juste là. Oui, c'est sorti ce matin. Chaque camp raconte une version différente des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, mais Téhéran pourrait bien avoir le dernier mot. Qu'est-ce que vous révélez dans cet article? Et que pensez-vous de cette manière dont chaque camp essaie de nous convaincre? Comment tout ça peut nous amener à rouvrir le détroit d'Ormuz? D'accord. Donc, à mon avis, Daniel, les Iraniens ont depuis longtemps cessé de prendre au sérieux la menace du président Trump d'utiliser la force dans cette situation. Raj, je suis désolé. On dirait que tu parles depuis le fond d'une grotte. Vous m'entendez maintenant? Gary, t'as une idée là-dessus? Désolé tout le monde. On va essayer de régler le son. On t'entend un peu étouffé, comme si ta main couvrait ton... Attends une seconde. Désolé, on revient à ça dans un instant. Raj, pendant que tu t'en occupes, Gary, je veux relancer une fois de plus. Voici ce qu'a déclaré ce matin le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Baghaei à propos de ce que l'Iran est prêt à faire. Dans les circonstances actuelles, nous n'avons prévu aucun déplacement au Pakistan, ni la venue d'une délégation pakistanaise en Iran. L'objectif des négociations, c'est de mettre fin à la guerre. À ce stade, nous ne discutons pas des détails liés à la question nucléaire. Il est vrai qu'une grande partie des sujets en discussion a déjà été traitée. Cependant, personne ne peut affirmer que cela signifie qu'un accord est sur le point d'être conclu. Nous n'avons fixé ni calendrier, ni échéance précise pour finaliser. Bien sûr, en tant que République islamique d'Iran, nous ferons tout notre possible pour parvenir à un résultat dans les plus brefs délais. Oui, donc là, il dit simplement, écoutez, on est encore loin de faire quoi que ce soit, mais ils veulent quand même parvenir à un accord négocié. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Désolé Daniel, tu m'entends maintenant? Malheureusement, c'est pareil. Je suppose qu'on va peut-être devoir... Tu peux juste débrancher le micro et utiliser ce qu'il y a sur ton ordinateur portable, peut-être. Oui, bien sûr, c'est possible. Désolé pour ça, tout le monde. Oui, on va régler ça dans une seconde. Attendez, le dernier, en fait c'est le même, ça ne change rien du tout. Peut-être que tu peux essayer de sortir et de revenir, voir si ça marche mieux avec l'autre micro. En attendant, j'ai un autre extrait que je voulais vous montrer. C'est l'un des conseillers militaires du guide suprême en Iran. Ce matin, enfin je crois que c'était plutôt hier soir, il a publié une sorte d'avertissement, mais aussi un message d'espoir sur ce qui pourrait se passer si on n'arrive pas à un accord négocié. Mais il a bien précisé qu'il en voulait toujours un. À propos des négociations, la République islamique vous a proposé la voie la moins coûteuse. Elle vous dit clairement que si vous poursuivez la guerre, nous rendrons la vie difficile au peuple américain et à l'économie américaine. L'Iran est prêt à mener avec vous une négociation équitable. Alors, écoutez, ils veulent une issue négociée. Mais ils disent que si ça repart en guerre, et bien sûr, à tout moment, ça peut replonger dans le conflit, on sait, d'après beaucoup de nos sources sur le terrain au Moyen-Orient, que les États-Unis sont prêts depuis longtemps. En Israël aussi, à tout moment, l'ordre de guerre aurait pu être donné. Et le président Trump lui-même a affirmé que mardi dernier, ils étaient prêts à y aller, qu'il allait donner l'ordre. Et puis il ne l'a pas fait. Et d'après d'autres sources, ce week-end encore, ils avaient pratiquement pris la décision avant de faire marche arrière à la dernière minute. Du côté iranien, on dit que si vous faites toutes ces choses dont je n'ai cessé de vous avertir,
et il l'a répété ici, eh bien, nous riposterons d'une manière qui ne vous plaira pas. Ce serait bien plus dommageable. Mais il a terminé sur une note positive. Nous aurons un accord négocié tant qu'il y a quelque chose d'équitable. Et encore une fois, l'Iran est prêt à donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Voyons si Raj est de retour avec nous. Bon, on dirait qu'on va devoir faire avec. C'est à peu près comme tout à l'heure, mais on ne t'entend pas. Donc voilà. Désolé, ce micro est la plaie de ma vie. Faites du mieux que vous pouvez. Je crois qu'on l'entend vraiment pas du tout. Oui, à ce point-là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dans les réglages, Gary? Mon micro est branché, il s'affiche bien. C'est de ton côté, Raj. Enfin, je veux dire, je vois pas vraiment comment je pourrais t'aider, malheureusement. D'accord. Attendez un instant, d'accord. On devra peut-être faire ça une autre fois. D'accord. Bon, vraiment désolé pour ça. On a hâte de récupérer ça. Désolé tout le monde. C'était donc Raj Menon. Gary, si tu peux remettre le titre à l'écran, j'aimerais qu'on regarde un des points qu'il avait écrit parce que je trouvais ça vraiment important. Si tu peux remonter un peu, il disait que les rebondissements de cette saga sont déroutants, mais que Donald Trump semble avoir toutes les cartes contre lui. Et c'est justement de ça qu'on parle ici. Les États-Unis ont énormément de pouvoir. Et quand on regarde ça sur un tableau, on voit bien qu'on est largement au-dessus. L'an dernier, sur le dernier exercice budgétaire, on a dépensé à peu près 1000 milliards de dollars pour la défense. Eux, c'était peut-être 12 ou 13 milliards, quelque chose comme ça. Ils n'avaient qu'une fraction de ce que nous avions. Leur armée de l'air était dépassée. Ils n'avaient que quelques avions. Apparemment, enfin non, pas apparemment, ils en ont encore. Ils ont même mené quelques sorties qui ont touché une de nos bases au tout début du conflit. La plupart de leurs appareils, ils les gardent sous terre pour éviter qu'ils soient détruits. Mais du coup, ils ne peuvent pas vraiment voler depuis là. Et s'ils sortent, ils risquent d'être abattus. La majorité de leur flotte de surface, 158 navires, a été détruite complètement. Donc oui, ils ont subi énormément de dégâts. Mais ils ont encore ce qui compte vraiment pour cette guerre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les guerres ne se gagnent pas sur des tableurs. Si c'était le cas, on aurait gagné la guerre du Vietnam. Si c'était le cas, on aurait gagné la guerre d'Afghanistan. Et si c'était le cas, on aurait gagné la guerre contre l'insurrection en Irak, qui s'est en fait simplement éteinte d'elle-même. Et puis au final, on est juste parti en disant « Bon, d'accord, débrouillez-vous ». On avait fait tout le truc des fils d'eux, celui que Petraeus avait lancé, en gros. Et si on vous payait pour aller combattre ces types-là, les chiites, à notre place? Et ensuite, on a travaillé avec eux, et ça a mis fin au conflit là-bas. Ici, c'est la même situation, sauf qu'en réalité, non, c'est pire de notre point de vue. Parce que les talibans, eux, avaient simplement le temps. Leur stratégie, un peu comme celle des Nord-Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam, c'était de nous vider peu à peu de nos ressources et de notre volonté. Et bien sûr, on était à des milliers de kilomètres. Il n'y avait aucun besoin évident de sécurité pour les États-Unis. Et au final, ils nous ont usés, petit à petit, à coups de 1000 petites blessures, en grignotant tout, morceau par morceau. Les talibans, eux, ne pouvaient pas mener un combat conventionnel contre nous. Ils ont dû recourir aux bombes artisanales sur les routes, aux embuscades et tout le reste. Et au bout du compte, ils nous ont épuisés, sur 20 ans. La guerre du Vietnam, elle, a duré environ 10 ans. Mais là, c'est différent. Parce que l'Iran, lui, a vraiment la capacité de frapper, et de frapper fort contre nos intérêts. Et sur le plan défensif, ils ont toute une série de chaînes de montagnes tout le long de leur frontière ouest, ce qui les rend presque invulnérables. C'est sans doute pour ça qu'on a essayé de gagner cette guerre uniquement depuis les airs, sans engager de troupes au sol.
On s'est rendu compte, en regardant une carte, qu'on s'est dit non, ça ne marchera jamais. On a dit, ah oui, tiens, regarde. Oh mince, regarde l'Irak, juste là, sur la gauche. Tu vois tout ce vert. En réalité, ce n'est pas de la végétation, c'est du relief. Et c'est bien plat. Je peux te le dire d'expérience, parce que j'ai conduit là-bas, sur pas mal de ces routes, et j'en ai fait encore plus autour. Mais regarde, l'Iran, là, tout le côté ouest, tout le flanc ouest du pays est couvert. La majeure partie du territoire est entourée de ces montagnes. Il y a une plaine au centre, un peu au sud de Téhéran. Téhéran elle-même est blottie contre ces montagnes. Mais tu vois bien qu'il n'y a aucun passage pour envahir le pays. Aucun. Donc cette option-là, on ne l'a pas. Alors, on n'a pas pu faire ça. Du coup, on a essayé quelque chose d'encore plus impossible, parce que l'Iran a pris ces mêmes chaînes de montagnes, ce même granit très dense, et a creusé dessous pendant environ 20 ans. Ils y ont construit des villes de missiles souterraines, et tout le reste, quasiment impossible à détruire, même avec des bombes nucléaires. Certaines seraient même capables de résister à une explosion nucléaire. Donc, on ne peut pas gagner uniquement par les airs. Et même au sol, ce n'est pas envisageable. Autrement dit, il n'y a pas de solution militaire, mes amis. Ce n'est pas si compliqué à comprendre. Ce n'est vraiment pas difficile à voir. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Et donc le président Trump se retrouve avec ces problèmes dont on vient de parler. Le temps joue vraiment contre lui. Et plus le temps passe, plus la situation va empirer. En ce moment, vous êtes en récession. Ici, on est carrément en dépression. Et le président Trump, je ne pense pas qu'il ait encore compris ça. On dit qu'il est très bon avec les marchés. Mais en réalité, il se contente de regarder les indicateurs du jour. Qu'est-ce que le marché fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire pour le faire bouger? Il a des œillères. Il ne voit que le marché du moment. Comment, moi et mes amis riches, on peut en profiter aujourd'hui? Comment je peux faire en sorte que ça ait l'air positif pour mes partisans, pour qu'ils continuent à me soutenir? Peut-être qu'ils regardent jusqu'à novembre. Mais même dans ce cas, même ses plus proches alliés peuvent lui dire que ça va être un carnage. Il va se faire laminer. Ce sera soit une vague bleue, soit un véritable tsunami bleu. C'est probablement l'un de ces deux scénarios. Il n'y a aucune situation où surtout la Chambre des représentants resterait aux mains des républicains. Je veux dire, la majorité était déjà minuscule, et vu à quel point il est impopulaire, il n'a clairement aucune chance de la garder. Mais si une récession arrive, et si, comme le dit Lindsey Graham, on essaie de revenir en arrière, alors les prix du pétrole vont grimper bien plus haut qu'ils ne le sont aujourd'hui. On ne peut pas manipuler ça. On ne peut pas non plus manipuler le prix de l'essence, du diesel et donc de tout le reste aux États-Unis. Tout ce qui dépend du transport pour être mis sur le marché ou pour produire de la nourriture et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il doit faire tout ce qu'il faut maintenant pour sortir cette guerre de l'équation, tant qu'il en a encore la possibilité. S'il ne choisit pas la stratégie du retrait et qu'il opte à la place pour le plan du bombardement, alors toutes ces mauvaises choses dont j'ai parlé vont, c'est certain, devenir bien pires. Toutes, sans exception. Et on va droit vers une dépression. D'après mon analyse, d'après les fondamentaux, et je n'avais même pas encore lu ce livre, rien qu'en regardant les données de base, c'est pratiquement une garantie de dépression si on bombarde l'Iran et qu'en retour, il frappe les infrastructures pétrolières. C'est juste un calcul mathématique. On n'aura pas assez d'énergie pour maintenir l'économie à son niveau actuel. On ne pourra même pas la stabiliser. Alors, inutile de parler de croissance. On aura une chute d'environ 10%. Et ça, c'est une dépression. Donc, la seule façon pour le président Trump d'éviter ça, c'est soit de se retirer, soit de négocier des conditions. Et l'Iran, lui, est prêt à le faire.
Mais il va falloir donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Donc il va devoir faire quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis qu'il est en fonction. Une vraie négociation, où on négocie vraiment. On donne et on reçoit. Le problème, c'est que les conditions qu'on pourrait obtenir ne seraient pas bonnes. C'est bien ça, le fond du problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne pense pas qu'il puisse parvenir à un accord négocié que l'Iran accepterait. Parce que ça impliquerait qu'il accepte de leur donner quelque chose qu'ils veulent. Que ce soit un allègement des sanctions, la libération des fonds gelés, le fait de leur laisser le contrôle du détroit d'Ormuz, ou encore un droit de passage, une taxe, peu importe le mot qu'on utilise. Tout le monde le verrait. Et bien sûr, il y a aussi la question de l'Iran, d'Israël. Je n'en ai même pas encore parlé. Mais tout le problème là-dedans, c'est que dans le premier document qu'on a montré ici, la partie iranienne disait que la fin de la guerre sur tous les fronts, la fin de la guerre sur tous les fronts, ça voulait surtout dire le Liban. En Israël, comme on l'a vu la dernière fois, quand on a essayé de mettre en place la première partie du cessez-le-feu, c'était censé inclure le Liban aussi. Et Israël a dit en gros « Ah oui !» Et si on faisait le plus grand bombardement qu'on ait jamais fait au Liban, juste pour bien montrer qu'on ne va pas faire ça. Ensuite, ils sont passés à une sorte de quasi-cessez-le-feu limité. Apparemment, ils n'ont pas frappé Beyrouth, mais ils continuent de frapper d'autres endroits là-bas. Et ils disent toujours que c'est de la légitime défense, peu importe. Mais quand on a envahi un pays, on a déjà perdu le droit de prétendre ça, de toute façon. Mais la question, c'est que ça revient en fait à donner un droit de veto à Israël. Est-ce qu'ils vont l'utiliser en disant « on ne va pas arrêter de se battre au Liban ». Rappelez-vous, ils ont leurs troupes sur le terrain au Liban, donc ils devraient se replier de l'autre côté pour que ce soit vraiment un cessez-le-feu sur tous les fronts. Ou au moins, ils devraient faire taire les armes. Et clairement, ils n'ont aucune envie de le faire. Et sorry, surtout avec cette bataille interne en Israël, au sein du cercle rapproché de Netanyahou, où certains crient pour étendre la guerre au Liban. Alors que se passe-t-il s'ils continuent dans cette direction? Autrement dit, même si les États-Unis et l'Iran parvenaient à un accord sur tout le reste, l'Iran ne bougera pas sur ce cessez-le-feu total. C'était leur premier point là-bas. Donc, si Israël oppose son veto et dit non, on continue à se battre, est-ce que Trump va simplement tourner les talons? Jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait. Mais vous voyez bien tous les obstacles, tous les vents contraires à cette idée. C'est pour ça qu'on traverse une période aussi difficile. Et il semble qu'il soit conscient de ce que signifierait pour l'économie le fait de revenir en arrière et de bombarder à nouveau. Donc on se dit qu'il ne le ferait sans doute pas. Mais en même temps, il sabote sa propre voie pour sortir la guerre de l'équation. On reste donc dans une situation dangereuse où la raison et la logique ne seront pas ce qui déterminera l'issue. Si c'était le cas, on aurait déjà soit abandonné, soit trouvé un accord négocié dans les meilleures conditions possibles. Mais il pourrait aussi agir de manière irrationnelle. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait mauvais pour lui, mauvais pour notre pays, mauvais pour sa position politique. Ce serait mauvais sur toute la ligne. Et pourtant, il pourrait quand même. C'est ça, le danger, parce que ce n'est pas rationnel. On va devoir attendre pour voir si ça va marcher. On va aussi devoir attendre pour voir comment réagit le côté israélien. On sera de retour cet après-midi, d'ailleurs, pour vous montrer si le côté israélien rencontre des vents contraires à ce sujet. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure aussi. Mais je vais vous montrer les obstacles qu'il rencontre dans son propre parti et à quel point il lui est difficile de faire ce qu'il pense juste ou même simplement de suivre ses propres intentions avec toute cette résistance autour de lui. On se retrouve donc à 15h30 dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez,
Je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime, Steph test with video. Avec Kilkirk is vous. Like button and share this with somebody you love.